Bonjour à tous. Vous êtes presque tous là, je suis sûr que les autres sont au bord de la mer en train de commencer la pratique aussi. Nous sommes de nouveau très heureux d'être parmi vous et très heureux de voir que cette pratique, après une première l'année dernière, s'installe dans le forum à la demande et avec la volonté de Jacques Attali. Un mot peut-être sur nous avant de poser l'intention de cette session. Je voudrais vous... voilà. On ne va pas danser, on va essayer de méditer. Je voudrais vous présenter Inken de Chaux. Inken de Chaux qu'on surnomme entre nous la Mary Poppins de la mindfulness. Donc voilà, Inken. Et puis moi, je suis Dominique Retou. Et notre intention pour cette séance, c'est de vous permettre de donner à voir, à entendre, à comprendre et à expérimenter. Et je voudrais vous proposer de synthétiser en une phrase, parce que peut-être vous posez-vous la question de savoir, mais quel est le lien entre cette pratique de méditation et l'économie positive? Et je voudrais proposer une réponse en une phrase qui est celle-là, une formule. Je vais bien, le monde va mieux. Et on peut peut-être même commencer à pratiquer un petit peu avec ça ensemble. Je vous propose de fermer les yeux quelques instants et de laisser résonner cette phrase en vous. Je vais bien, le monde va mieux. Notre conviction, c'est qu'il y a un lien très fort entre la posture personnelle et puis ce qui se passe autour de nous. Et que même si, évidemment, il faut que nous consommions plus responsables, qu'il faut que nous construisions des entreprises sociales qui maximisent l'impact social plutôt que le profit, notre conviction, c'est qu'il faut que tous nous prenions vraiment soin de nous. Parce que, d'une certaine manière, prendre soin de soi, et cette pratique le permet, ce n'est pas une idée nouvelle, mais la forme laïque de cette pratique est un chemin nouveau, et c'est un chemin vers davantage de présence à soi, à ses ombres, une manière peut-être également de les apaiser, ces ombres, et puis de développer de la clarté, de l'équilibre, que nous pouvons peut-être plus facilement mettre après au service de notre environnement. Et c'est une conviction, mais c'est un fait aussi, la science le montre. Les études scientifiques sur le sujet tendent à montrer que les gens qui pratiquent régulièrement la méditation développent naturellement des comportements prosociaux, sans qu'on ait besoin de leur dire de devenir responsables. Les choses se font d'elles-mêmes. Donc c'est un beau sujet que cette manière de prendre soin de soi, tout en prenant soin du monde. Et donc voilà ce que nous allons essayer de faire en ce début de journée, en préparation un peu après, avec tous ces débats qui vont avoir lieu. Et donc nous aurons le témoignage d'Yves Le Bihan, dans un premier temps, qui est président de l'Institut français du leadership politique. Il va nous parler à la fois de sa pratique personnelle et de la manière dont il accompagne les entreprises, les managers sur ce sujet. Et puis après, Inken nous fera le plaisir de guider une pratique de méditation. Donc, je me joins pleinement à cette joie et à l'engagement que Dominique vient d'exprimer. Je suis très très heureuse, assez touchée à nouveau et reconnaissante d'avoir cette opportunité de porter ou de contribuer à porter la pleine conscience au LH Forum. Car pour moi, la méditation, c'est vraiment un élément très précieux et un bel élément pour construire ensemble ce chemin vers une économie positive. Mais avant de méditer ensemble, nous avons donc le plaisir de passer le relais à Yves Le Bihan.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord exprimer ma plus profonde gratitude envers Jacques Attali et son équipe de m'offrir cette opportunité. Et j'aimerais aussi honorer la générosité de ce partage avec vous et votre présence. Je me considère comme un explorateur des potentiels humains. Mais mon champ d'exploration est un peu particulier, c'est celui du rôle complexe, essentiel du dirigeant. J'ai la chance d'en accompagner un grand nombre depuis 9 ans maintenant. Et j'ai demandé à d'autres explorateurs de me rejoindre au sein d'une association qui s'appelle l'Institut français du leadership positif. Et nous explorons ensemble avec des chercheurs, des dirigeants, des philosophes, des enseignants, au fond, des nouveaux modèles d'organisation, des nouveaux modèles de leadership, de gouvernance. Quand j'ai préparé cette intervention, j'ai pensé à ma fille Anaé, qui arrivera sur le marché du travail en 2025. Et je me suis posé cette question. Quel monde du travail voulons-nous léguer à nos enfants et aux générations futures? C'est une question qui me taraude. De quelles compétences, de quelles valeurs auront besoin nos dirigeants dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Personnellement, je pense qu'il faut repenser complètement les modes de leadership, de gouvernance de nos organisations. Et à l'IFLP, on travaille une vision qui est la vision d'un nouveau modèle économique et social, à la fois plus épanouissant, plus performant, plus intègre et plus responsable. Et on pense que le modèle du leadership positif que nous portons en France, en tout cas, est une voie possible. Alors je vais vous faire une confidence, ça fait 9 ans que je cherche à résoudre une énigme qui est la suivante. Pourquoi la plupart de nos dirigeants ont tant de mal à se transformer alors qu'ils l'exigent de leurs collaborateurs? Pourquoi? J'ai même envie d'aller plus loin, je suis même convaincu que une transformation sera d'autant plus réussie que si leurs dirigeants se transforment eux-mêmes et incarnent le changement qu'ils demandent à leur organisation. Alors j'ai observé, c'est ce qui nourrit mon espoir quotidiennement, j'observe même régulièrement des dirigeants qui commencent à opérer leur transformation avec la pratique de la pleine conscience ou n'importe quelle autre pratique contemplative. Pourquoi je n'en suis pas surpris au fond? Parce que cette approche m'a aussi profondément transformé. À 20 ans, mon livre de chevet, c'était le Siddhartha d'Hermann Hesse. Pendant 20 ans, j'ai occulté cet appel intérieur à cheminer spirituellement, et puis il y a une dizaine d'années, comme une pulsion, ce besoin de méditer quotidiennement. J'aimerais me centrer sur 2 bénéfices clés. Il y en a de nombreux et loin de moi l'idée de tout prosélytisme avec cette pratique de pleine conscience. Mais j'aimerais centrer mon point sur 2 bénéfices pour les dirigeants, ceux qui prennent des décisions. Le premier bénéfice que j'ai observé, c'est le bénéfice, le bienfait, je dirais, en termes d'intégrité, d'authenticité. Et le deuxième, c'est une source puissante d'autocompassion. L'intégrité d'abord. Le cas récent du PDG de Toshiba m'a profondément marqué. Ce PDG a maquillé les comptes de son entreprise pendant 6 ans, occultant $1 milliard de pertes, tout simplement pour présenter des résultats plus honorables financièrement. Je veux croire, mon optimisme me porte à croire que ce monsieur eût été bien avisé de pratiquer une forme de contemplation pour prendre d'autres décisions. Parce que la pleine conscience libère le langage du cœur, réveille notre nature profonde et au fond révèle le sens profond de notre dessein sur Terre.
À l'inverse, je connais un dirigeant français qui médite régulièrement et qui est vraiment soucieux de la santé de ses collaborateurs. Il avoue ses failles, sa vulnérabilité, il connaît ses limites, il envisage d'autres perspectives, il se protège, il prend soin de lui. Ils sont encore trop rares à mon sens. Le deuxième bienfait pour nos dirigeants, c'est l'autocompassion, probablement un champ ignoré par la plupart de nos dirigeants. Ils ne se l'autorisent pas, à mon sens. L'autocompassion, Jack Kornfield, un des pionniers de la pleine conscience en Occident, disait « Si vous ne vous comptez pas dans votre compassion, alors celle-ci est incomplète. » L'autocompassion, c'est cette formidable faculté à accueillir nos souffrances avec chaleur, avec intérêt, avec bienveillance. Plus d'autocompassion et moins de jugement chez nos dirigeants amène un apaisement face aux charges émotionnelles difficiles, amène plus d'optimisme, plus d'humanité aussi. Je le crois profondément. Ce qui me nourrit d'espoir également, c'est que la pratique de la pleine conscience dans les organisations se développe. Évidemment, essentiellement dans les pays anglo-saxons. Je voudrais citer l'exemple assez emblématique de BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, 12 000 collaborateurs, 37 pays. Ils ont mis en place un programme de pleine conscience. 90% le poursuivent, 70% estiment avoir vu leur niveau de stress baisser. Et pourtant, quel lieu de haute exigence que la finance mondiale. Donc ça marche. Un certain nombre de dirigeants, je pourrais vous en citer de nombreux, se mettent à la pratique méditative. Alors, au pays de Descartes, chez nous en France, comment ça se passe? On a voulu à l'IFLP mener nos propres recherches scientifiques dans les organisations pour démontrer, et on a commencé à le faire, un certain nombre de bénéfices très clairs. Plus de stabilité attentionnelle, plus de flexibilité émotionnelle, cette capacité à identifier une pensée, peut-être toxique pour mieux s'en dégager, se recentrer sur la tâche ou la relation. Bref, je n'ai pas le temps de développer ici ces nombreux bénéfices issus de nos recherches scientifiques, mais les bénéfices sont réellement là. Alors j'aimerais conclure et toujours honorer votre belle présence, votre belle écoute par deux derniers mots. D'abord, une conviction profonde. L'économie positive passera par un leadership positif, par des dirigeants en pleine conscience, au service d'un nouveau modèle économique plus pérenne, plus responsable, au service de nos enfants. Donc voilà, ma fille Anaë, sois confiante, le monde change, et je porte cet espoir pour nos enfants et nos générations futures. Merci beaucoup. Et donc voilà, on va accueillir à nouveau Dominique Lincoln pour une pratique ensemble. J'espère que le témoignage vous a bien inspiré pour pratiquer ensemble. Donc, je vous propose de vous installer confortablement sur vos sièges, avec la colonne vertébrale droite et en même temps souple, un peu comme quand on accorde la corde d'un instrument. Juste la bonne tension. Donc une posture qui reflète la présence, l'ouverture. Vous pouvez faire un petit roulement avec les épaules pour ouvrir un petit peu la poitrine. Je ne sais pas comment sont vos sièges, mais éventuellement détachez le dos du dossier, si cela est confortable pour vous. Et puis posez les mains sur les cuisses, ou alors devant vous. Et puis, soit baissez le regard, ou alors fermez doucement les yeux,
pour tourner le regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Donc ce temps de méditation est un temps pour vous. Et je vous propose de faire cette pratique avec légèreté et peut-être avec une intention de gentillesse envers vous-même. Une curiosité, une envie simplement de regarder comment vous vous sentez maintenant. Et donc on peut laisser des sons de la salle en arrière-plan. Elles sont là, mais nous pouvons choisir de porter notre attention sur notre corps dans un premier temps. Sentir les points de contact des pieds avec le sol. Le contact des fessiers avec le siège. Et prendre juste un temps pour regarder comment je me sens physiquement ce matin, à cet instant. Mes pieds, mes jambes, mon bassin, le torse, les épaules, les bras, les mains. Peut-être le contact des mains avec les cuisses, la tête. Comment est mon visage à cet instant? Et sans juger notre état, je vous invite à simplement vous accueillir tel que vous êtes ce matin. Peut-être que le corps est bien reposé après la nuit, pleinement vivant. Peut-être que vous sentez l'énergie. Peut-être que vous sentez une certaine fatigue, voire des tensions. Et la pleine conscience nous invite à simplement accueillir notre état du moment. Pas besoin de se juger. Il n'y a rien à changer. Simplement à être tel que nous sommes. Je vous propose de porter votre attention sur la respiration. Sentir le flux de l'air au niveau des narines. Être en contact avec le souffle au niveau de notre poitrine. Et vraiment avec cette curiosité bienveillante, sentir les doux mouvements en lien avec le souffle. La poitrine qui se gonfle à l'inspire. Le petit moment de pause. Et la contraction à l'expire. Que je peux sentir la respiration aussi au niveau de l'abdomen. Dans l'assise, souvent le mouvement est plus subtil. Il n'y a pas besoin de forcer la respiration, simplement porter notre attention sur le ventre.
pour voir si vous pouvez sentir des petits mouvements à l'inspire et à l'expire. Laissez la respiration se faire naturellement et simplement surfer sur les vagues du souffle. Et si vous vous sentez distrait par les sons extérieurs ou par les bruits intérieurs, par les pensées, l'exercice consiste à simplement revenir au souffle. Prendre ce temps pour cultiver une plus grande proximité à soi. Sentir le corps, la maison intérieure. Rien à faire, rien à réussir. Juste l'envie de se sentir. Peut-être que nous pouvons aussi être attentifs à notre humeur du moment, la tonalité qui nous habite ce matin, à cet instant. Comme une météo intérieure. Et là aussi, il y a tout un arc-en-ciel de couleurs possibles. Peut-être que je me sens joyeux, curieux, excité en vue des débats riches et inspirants. Peut-être fatigué, peut-être mélancolique, peut-être en colère. Et là aussi, je vous invite simplement à accueillir votre tonalité du moment. C'est votre état et c'est très bien comme ça. Pas besoin de se juger. Et dans les derniers instants de cette pratique, je vous propose de passer encore quelques instants en silence pour sentir le corps dans son unité, dans son humeur du moment, dans son état physique du moment. Et peut-être tout au long de la journée, de temps en temps, vous pouvez vous rappeler de ce corps, de cette respiration, et de temps en temps prendre une respiration consciente pour revenir à vous. Je clôture cette pratique avec quelques mots de Will Whitman, qui dans sa poésie disait « Je suis plus vaste que je pensais. Je ne savais pas que je portais autant de bonté en moi. »
Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une très très belle journée.